En avril 1945, l'Europe brûlait dans le feu d'une guerre qui agonisait avec une férocité déchaînée. Près de 200 000 hommes des SS, fragmentés en petits groupes, résistaient encore ou tentaient de se rendre sur différents fronts. Au cours de ce dernier mois d'avril, des divisions telles que la 11e Nordland à Berlin, la 1re Leibstandart Adolf Hitler au nord, la 12e Hitlerjugend sur le Rhin, et la 6e armée blindée SS en Autriche combattaient encore. Depuis les hautes sphères, Himmler et les officiers supérieurs des SS ordonnèrent de combattre jusqu'au dernier homme, interdisant toute reddition et punissant de mort sommaire toute désobéissance ou désertion. Avec les voies ferrées détruites et les ponts bombardés, les soldats allemands rentrèrent chez eux à pied depuis des endroits aussi éloignés que la France, la Belgique ou l'Italie, traversant les rivières à la nage et affrontant des dangers constants. L'Europe était devenue un paysage chaotique, où ces hommes ne cherchaient qu'à survivre et à retrouver leur famille, dont le destin était incertain. La chute de Vienne, l'avancée des Soviétiques vers la capitale autrichienne. Au printemps 1945, tandis que le monde assistait à l'effondrement final du Troisième Reich, les rues de Vienne devinrent le théâtre de l'un des derniers actes de résistance désespérée du régime nazi. La capitale autrichienne, berceau de l'Empire et du national-socialisme, était assiégée. Et parmi ses défenseurs les plus fanatiques se trouvaient les Waffen-SS, fidèles parmi les fidèles, bras militarisés de la Schutzstaffel. Dès la fin mars 1945, l'avancée de l'armée rouge vers le cœur de l'Europe devenait irrésistible. Les 2e et 4e fronts ukrainiens, sous le commandement du maréchal Fiodor Tolboukine, percèrent les lignes allemandes et encerclèrent Vienne. Les restes du groupe d'armées sud, ainsi que des unités des Waffen-SS, reçurent l'ordre de défendre la ville jusqu'au dernier homme. Parmi eux, on distinguait la participation d'éléments de la 2e division SS Das Reich, une unité aguerrie du front de l'Est, connue autant pour sa capacité tactique que pour sa brutalité, et qui combattrait jusqu'à la fin de la guerre même sur le front de l'Ouest. Participèrent également à la défense les restes de la division SS Polizei, mal équipés et encore moins bien entraînés, ainsi que des volontaires locaux, dont beaucoup étaient des adolescents membres des jeunesses hitlériennes sans aucune formation au combat. La ville n'était pas un champ de bataille, c'était un piège mortel. Les ordres venus de Berlin, directement de l'Oberkommando der Wehrmacht, étaient clairs. Ne pas se rendre, ne pas reculer, ne montrer aucune faiblesse. Heinrich Himmler insistait sur le fait que la résistance dans des villes comme Vienne, Graz ou Linz était essentielle pour gagner du temps et permettre une négociation séparée avec les alliés occidentaux. Mais en réalité, il n'y avait plus rien à négocier. L'offensive soviétique débuta le 6 avril 1945. Le feu de l'artillerie précéda l'assaut urbain. En position défensive, les Waffen-SS, retranchés dans les quartiers nord et ouest de la ville, combattirent maison par maison, utilisant les civils comme boucliers humains et exécutant ceux qui tentaient de fuir. Les ordres étaient formels, la retraite n'était pas autorisée, la pitié non plus. Himmler décida de combattre le feu par le feu et appliqua la même politique que Staline. Pas un pas en arrière. Tout Allemand qui voudrait reculer devait être abattu par des soldats des SS. La population civile, épuisée par des années de guerre, de faim et de répression, se retrouva prise entre deux enfers. Les troupes allemandes forçaient les personnes âgées et les jeunes à prendre les armes, tandis que les soviétiques répondaient avec une férocité nourrie par des années de souffrance sur le front de l'Est. La violence atteignit son paroxysme. Dans les caves et les stations de métro, des milliers de Viennois cherchaient refuge, tandis que les SS et les combattants du Volkssturm, la milice civile improvisée dans les derniers mois du Reich, devenaient le symbole de la guerre totale exigée par Joseph Goebbels à la radio d'État. Mais même au sein du commandement allemand, les fissures étaient évidentes. De nombreux officiers de la Wehrmacht savaient que la résistance était vaine, que chaque jour gagné ne faisait que prolonger l'agonie. En réalité, l'armée allemande traditionnelle avait déjà tenté d'assassiner Hitler et affichait une dissidence claire envers le régime nazi. Cependant, le contrôle rigide exercé par les SS au sein de la structure militaire empêchait toute tentative de reddition organisée, et ceux qui proposaient un cessez-le-feu étaient arrêtés ou exécutés sur le champ pour trahison. Le 13 avril 1945, après une semaine de combats sanglants,
Les Soviétiques prirent le centre de Vienne. Le palais impérial de la Hofburg, symbole du pouvoir germanique en Europe centrale, tomba aux mains de l'armée rouge. À ce moment-là, plus de 19 000 soldats allemands étaient morts, ainsi qu'environ 3 500 civils. Les pertes soviétiques dépassaient les 18 000 hommes. Les unités restantes des Waffen-SS commencèrent une retraite chaotique vers l'ouest, tentant de rejoindre les lignes alliées en Bavière et dans l'ouest de l'Autriche avec l'espoir de se rendre aux Britanniques ou aux Américains et d'éviter la capture par les Soviétiques. La plupart n'y parvinrent pas. Vienne, la ville impériale, fut dévastée, mais pas seulement par les bombes ou les chars. C'est la brutalité du fanatisme incarné par les Waffen-SS qui laissa une empreinte indélébile. Pendant la défense, les SS exécutèrent les déserteurs, tirèrent sur les civils qui tentaient de se rendre et utilisèrent des installations médicales comme postes de combat. Les rapports ultérieurs de l'armée rouge confirmèrent la présence de fosses communes et de chambres de torture improvisées dans les caves des bâtiments officiels. La chute de Vienne fut un symbole, non seulement de la fin du Reich, mais du coût humain du délire nazi. Là, dans ces rues déchirées par le feu et le sang, on comprit que le monstre ne se rendrait pas facilement, que jusqu'au dernier souffle, les SS étaient prêts à sacrifier des villes entières pour une idéologie morte. Le culte de la folie, les derniers ordres de Heinrich Himmler. Au début du mois d'avril 1945, alors que le Troisième Reich s'effondrait de toutes parts, un homme faisait encore tout son possible pour maintenir en vie le régime défaillant. Il s'agit, bien entendu, de Heinrich Himmler, Reichsführer des SS et architecte du système répressif le plus redouté du régime nazi. Depuis les ruines d'une structure militaire vaincue, Himmler tentait d'imposer ses derniers ordres. Il s'agissait de directives issues de l'irréel, empreintes de fanatisme et de désespoir. L'armée allemande n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Les divisions de la Wehrmacht et des Waffen-SS se repliaient, sans cohésion ni stratégie. Pour les nazis, le monstre était déjà dans la maison, les soviétiques à l'est, les américains à l'ouest. Et pourtant, depuis ses bureaux mobiles entre Mecklembourg et Lübeck, Himmler continuait d'envoyer des télégrammes, de dicter des rapports, de créer de nouvelles unités qui n'existaient que sur le papier. L'une des créations les plus absurdes fut le projet Werwolf, un réseau supposé de guérillas secrètes composé de membres des SS et de jeunes des jeunesses hitlériennes, formés pour opérer derrière les lignes ennemies. En théorie, cette force devait mener des sabotages, des assassinats ciblés et déstabiliser l'occupation alliée. En pratique, ce ne fut qu'un fantasme qui ne réalisa que quelques actions isolées, dont beaucoup eurent des conséquences minimes, voire contre-productives. Cependant, leurs activités furent si étranges que nous leur consacrerons un chapitre spécifique plus tard. Les ordres d'Himmler comprenaient des manuels d'opération, des serments de fidélité posthume au Führer et des slogans promettant de transformer chaque forêt allemande en tranchée. À ce stade, même au sein du cercle des plus hauts responsables nazis, beaucoup savaient qu'Himmler avait perdu le contact avec la réalité, mais personne n'osait le contredire. Un exemple clair de cela est qu'à partir de 1942, il avait tenté de créer une loge personnelle utilisant des symboles maçonniques et remettant des armes cérémonielles à des membres sélectionnés des SS. En 1944, il décida de récupérer ces objets, comme les bagues à tête de mort et les dagues cérémonielles, et d'en cacher des milliers dans des lieux étranges comme des châteaux ou des forteresses. Cependant, son pouvoir restait immense. Il contrôlait le réseau des camps de concentration, le service de renseignement des SS, le Sicherheitsdienst, les divisions armées d'élite et la police politique du Reich. Au cours de ces dernières semaines, Himmler émit un autre ordre significatif, l'évacuation forcée de tous les camps de concentration qui pouvaient être atteints par les forces alliées. Des milliers de prisonniers furent contraints à des marches sous la surveillance des Totenkopfverbände, mieux connus sous le nom d'unités à tête de mort, et des unités des Waffen-SS dans ce que l'histoire appellera plus tard les marches de la mort, que nous aborderons également en détail plus tard. L'intention était d'empêcher que les témoignages des survivants n'arrivent aux oreilles de l'ennemi. En réalité, ce fut un massacre systématique effectué dans la retraite. Mais peut-être que le plus contradictoire de ces derniers mouvements fut sa tentative de devenir interlocuteur avec les Alliés. Dans un tournant déconcertant, Himmler commença à se voir comme le nouveau chef de l'Allemagne après la chute d'Adolf Hitler.
Il rêvait d'une transition négociée, avec lui à la tête, capable de maintenir uni ce qui restait du pays face à l'avancée soviétique. Ce fantasme culmina le 21 avril 1945 lorsqu'il envoya des émissaires via la Suède, parmi eux le comte Folke Bernadotte, avec une proposition. Une paix séparée avec les Britanniques et les Américains tout en maintenant la lutte contre l'URSS. Le message était délirant. Himmler croyait que les alliés occidentaux préféreraient un Reich anticommuniste sous son commandement plutôt que de permettre l'avancée de l'armée rouge en Europe. La réponse fut immédiate et foudroyante. Lorsqu'Hitler apprit la trahison, il le démit de toutes ses fonctions par décret, tout comme il l'avait fait avec Hermann Göring. Himmler, l'homme le plus puissant du Reich après Hitler pendant des années, fut déclaré ennemi de l'État. Sa chute fut aussi grotesque que son ascension. Dès ce moment, il entama sa fuite. Il changea d'uniforme, se déguisa, modifia sa coiffure et certains traits de son visage, adopta le faux nom de Heinrich Hitzinger et rejoignit une colonne de soldats dispersés qui marchaient vers l'ouest dans l'espoir de se rendre aux Britanniques, mais sa trace était connue. La guerre, pour lui, n'était plus un affrontement militaire. C'était une course désespérée vers l'anonymat et la survie. Ces derniers ordres, entre-temps, continuaient d'être exécutés sur le front, même si beaucoup d'entre eux étaient dénués de sens ou causaient plus de dégâts qu'une résistance réelle. À Berlin, des unités SS, comme la division Nordland, recevaient des messages creux sur la défense finale du Führerbunker et combattaient dans les rues de la ville dans une tentative vaine d'empêcher les soviétiques d'atteindre la chancellerie du Reich. En Tchécoslovaquie et en Hongrie, de petits détachements continuaient d'assassiner des prisonniers sur ordre direct d'Himmler, alors même qu'il n'y avait plus de commandement central réel. Son héritage final fut la continuité de l'horreur, alors qu'il n'y avait plus de Reich à défendre. Himmler ne combattit pas au front, il ne mourut pas au combat, il ne résista pas au siège et ne partagea pas le destin de ses soldats. Il donna des ordres à distance, puis s'enfuit avec l'uniforme d'un autre. Cacher les preuves, les brutales marches de la mort organisées par les SS. Dans les derniers mois du Troisième Reich, alors que plus rien ne pouvait sauver l'Allemagne de la défaite, débuta l'un des épisodes les plus cruels et désespérés de tout le conflit, connu sous le nom de « Marche de la mort ». Ces marches n'étaient pas improvisées, mais le résultat direct d'ordres émis par Himmler lui-même et le haut commandement des SS, qui cherchait à empêcher la libération des prisonniers des camps de concentration par les Alliés. Pour le régime, libérer les témoins du génocide représentait une menace aussi grande que la défaite militaire. De janvier 1945 au premier jour de mai, plus de 250 000 prisonniers furent contraints de marcher à pied pendant des jours ou des semaines, depuis des camps en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie et dans l'est de l'Allemagne vers l'intérieur du Reich, principalement vers la Bavière, la Saxe et l'Autriche. Les trajets étaient longs, inhumains et surtout mortels. Les conditions étaient réellement atroces. Les prisonniers, squelettiques à cause de la faim, en grande majorité malades et affaiblis par des années de souffrance, n'étaient recouverts que de haillons, pieds nus sous des climats parmi les plus froids. Ils furent contraints de parcourir des dizaines de kilomètres par jour sous la surveillance armée des escadrons de la mort, les unités SS responsables des camps. Ceux qui tombaient, s'arrêtaient ou ne pouvaient plus avancer étaient exécutés en chemin, sans pitié, sans exception. Devant eux, les attendait plus de souffrance dans un autre camp de travail ou la chambre à gaz. Derrière, la mort par les fusils des SS. Les soldats SS n'avaient pas pour ordre de veiller sur les prisonniers, seulement de les empêcher de fuir. Ainsi se multiplièrent les cadavres abandonnés sur les routes, dans les forêts, sur les bords de villages silencieux. Souvent, les habitants assistaient aux marches sans intervenir. Certains tentaient de tendre du pain ou de l'eau, mais la majorité fermait portes et volets, sachant que toute intervention pouvait être vue comme un acte de trahison et punie de mort. L'une des marches les plus longues fut l'évacuation du camp d'Auschwitz en janvier 1945, 9 jours avant l'arrivée de l'armée rouge. Lors de cette entreprise brutale, plus de 56 000 prisonniers furent forcés de marcher vers l'ouest. Environ 15 000 moururent rien que durant cette opération, beaucoup de froid, d'autres de faim, d'autres encore exécutés en route.
Ceux qui survécurent furent transférés dans des camps comme Gross-Rosen, Buchenwald ou Mauthausen, où les conditions étaient tout aussi inhumaines et mortelles que dans le célèbre camp de Pologne. En avril, la marche des prisonniers du camp de Buchenwald vers le sud de l'Allemagne laissa une traînée de morts dans les forêts de Thuringe et de Bavière. Beaucoup furent tués par les SS à l'approche des troupes américaines. À d'autres moments, les prisonniers étaient enfermés dans des granges ou des bâtiments ruraux qui étaient ensuite incendiés pour effacer toute trace. Ces marches n'étaient pas seulement des opérations logistiques désespérées, mais faisaient partie d'un plan systématique d'extermination finale. La logique du régime, même dans son agonie, ne changea pas. Si les Juifs et les prisonniers politiques ne pouvaient plus être gardés dans des camps, ils devaient être immédiatement éliminés. La marche vers Mauthausen, commencée le 11 avril 1945, regroupa des milliers de prisonniers venant de Gunskirchen et d'autres sous-camps. Dans des conditions inhumaines, ils marchèrent pendant des jours sur les routes rurales autrichiennes. Beaucoup moururent en route, et ceux qui atteignirent leur destination n'étaient que des survivants à l'agonie. Lorsque le camp fut libéré par les troupes américaines le 5 mai, elles trouvèrent des milliers de corps et des centaines de survivants dans un état de souffrance extrême. Par ailleurs, dans le sud de l'Allemagne, dans des camps comme Dachau ou Flossenbürg, les gardes tentèrent également d'évacuer les prisonniers dans les derniers jours d'avril. Certains tentèrent de prendre des trains, d'autres marchèrent vers les Alpes et en chemin eurent lieu de multiples massacres délibérés. Dans le cas du massacre dit de Gardelegen, survenu le 13 avril 1945, environ 1000 prisonniers furent enfermés dans une grange par des soldats SS et des membres de la milice volontaire, puis brûlés vifs. Bien que beaucoup de ces marches n'aient pas laissé de traces photographiques immédiates, leurs preuves furent recueillies par les troupes alliées. Les images que les Américains, les Britanniques et les Soviétiques découvrirent le long des routes et dans les camps vides, des corps empilés, des cadavres non enterrés, des survivants méconnaissables à cause de la dénutrition, bouleversèrent véritablement le monde. Les témoignages recueillis après la guerre confirmèrent ce que beaucoup pensaient impensable. Les marches de la mort ne furent pas des accidents du chaos, mais des décisions conscientes, des ordres systématiques exécutés par la hiérarchie SS. Lors des procès de Nuremberg, les commandants de camp et les officiers SS plaidèrent l'obéissance aux supérieurs, la peur des représailles en cas de refus, ou tout simplement l'ignorance des faits. Mais les preuves étaient accablantes, et la cruauté incontestable. Pourris de l'intérieur, le désarmement militaire et la décomposition politique des SS en 1945. En poursuivant le récit du destin des SS en avril 1945, la disposition territoriale des Waffen-SS reflétait à la fois leur importance stratégique et l'effondrement général du Reich. Sur le front de l'Est, où l'armée rouge avançait vers Berlin, plusieurs divisions clés se battaient jusqu'à la fin. La plus notable était la 11e division SS Nordland, composée en grande partie de volontaires scandinaves et baltes déployés dans la zone de Berlin pour la défense finale de la capitale. Cette division, avec des éléments du régiment SS Deutschland et de la division Charlemagne composée de volontaires français, combattit maison par maison dans les quartiers du centre-ville. Dans le nord de l'Allemagne, opéraient encore des restes de la première division SS, Leibstandart Adolf Hitler, formée à l'origine comme garde personnelle du Führer. Bien qu'extrêmement affaiblie après les combats en Hongrie et au lac Balaton, cette unité restait active dans la défense de Hambourg et de certaines zones du Schleswig-Holstein. À l'ouest, des unités comme la 12e division SS Hitlerjugend, formée d'adolescents endoctrinés dès leur jeunesse dans les jeunesses hitlériennes, tentaient encore de freiner l'avancée alliée dans la région du Rhin, bien que nombre de leurs positions aient été submergées par l'offensive anglo-américaine lors de l'opération Plunder, en mars et avril. En Autriche, les Waffen-SS maintenaient une présence significative. La 6e armée blindée SS, sous le commandement du général Sepp Dietrich, était initialement destinée à arrêter les soviétiques dans la région de Vienne. Cependant, après la chute de la ville le 13 avril 1945, nombre de ces unités tentèrent une retraite dans l'intention de se rendre aux Américains. C'est aussi là que restaient les derniers éléments de la division SS Das Reich, impliqués dans la défense des routes alpines. Dans le sud de l'Allemagne et l'ouest de la Tchécoslovaquie,
la situation était encore plus chaotique. Des divisions entières n'existaient plus comme formation cohérente. Les restes des divisions SS 17e Götz von Berlichingen, 18e Horst-Wessel et d'autres unités mineures étaient fragmentés, certains encore en combat, d'autres en retraite désorganisée, beaucoup disparaissant simplement dans le brouillard de l'effondrement. À ce moment-là, les Waffen-SS n'étaient plus une force homogène. Le mélange de fanatiques idéologiques, de prisonniers enrôlés de force, de déserteurs d'autres armées et d'adolescents issus des milices avait créé une structure dysfonctionnelle. La cohésion tactique était faible, les communications irrégulières et l'armement insuffisant. Malgré cela, il restait dangereux. Les commandants SS maintenaient le principe de la « lutte jusqu'au bout », soutenu par les ordres directs de Himmler et la propagande du ministère de l'Éducation du peuple et de la propagande. Les conséquences furent terribles. Les zones rurales étaient jonchées de cadavres, des villages furent incendiés, des centaines d'exécutions sommaires de supposés déserteurs et de civils soupçonnés de déloyauté furent recensées. La guerre totale cessait d'être une stratégie cohérente pour devenir une chute imposée d'en haut. Il existait aussi des noyaux dispersés de troupes étrangères encore actives, des volontaires flamands, croates, ukrainiens, russes blancs, fascistes italiens et même des Indiens recrutés par la SS en exil faisaient partie de divisions en ruine qui opéraient comme de petites bandes autonomes. Beaucoup d'entre eux ne combattaient plus, se contentant de se cacher, de fuir ou de tenter de négocier une reddition avec les troupes alliées. En parallèle, Himmler continuait de donner l'ordre de créer des divisions qui ne se consolideraient jamais. Parmi elles, la 38e division SS, dite Nibelungen, formée fin avril dans le sud de l'Allemagne avec des élèves et professeurs des académies SS, ne parvint à réunir qu'environ 4000 hommes, mal armés et sans réelle expérience du combat, envoyés sur des positions défensives entre la Bavière et l'Autriche. Au total, vers la dernière semaine d'avril, les rapports alliés indiquaient qu'il restait entre 150 000 et 200 000 soldats Waffen-SS actifs, dispersés dans de petites poches de résistance, des fortifications alpines ou menant ce qu'on appelait des marches de la mort. Beaucoup de ces forces ne répondaient déjà plus à une chaîne de commandement claire. Les radios se taisaient, les casernes étaient en ruine, et les commandants locaux prenaient leurs décisions selon leurs propres priorités, résister, se rendre ou disparaître. Et pourtant, l'emblème des SS continuait d'inspirer la terreur, non pas à cause de leur pouvoir réel, mais à cause de leur héritage de violence. Les communautés occupées, les partisans, les survivants des camps savaient tous que les Waffen-SS n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient les exécuteurs du Reich. Les porteurs du dogme le plus fanatique, dans ces derniers jours, leur structure n'était faite que de ruines. Mais leur ombre pesait encore sur l'Europe. Jusqu'au dernier homme, la défense inutile de Berlin par les SS et le Volkssturm. Lorsque la dernière grande offensive soviétique contre Berlin débuta le 16 avril 1945, le destin de la ville et de tout le Reich était déjà scellé. L'avancée de l'armée rouge était écrasante et irrésistible. Avec plus de 2 500 000 soldats en quête de vengeance, appuyés par 6 000 chars et 7 500 avions, les troupes soviétiques avaient des ordres clairs, prendre la capitale du Reich à tout prix. Face à elles, les restes de l'armée allemande, fragmentés, mal équipés et sans coordination, se préparaient à la défense. Mais s'il y avait une force prête à se battre jusqu'au bout, c'était bien la Waffen-SS. Le cœur de la résistance nazie à Berlin fut dirigé par la 11e division SS Nordland. Cette division fut affectée à la défense de secteurs clés comme le pont de Pankow, le centre gouvernemental et la gare du Zoo de Berlin. Ces officiers, aguerris par des années de guerre, savaient qu'ils étaient condamnés, mais savaient aussi que reculer n'était pas une option. À leur côté combattaient les hommes de la 33e division SS Charlemagne, dont seulement environ 300 combattants parvinrent à rejoindre Berlin avant l'encerclement total, mais dont la participation fut significative. Ils défendirent le quartier de Tiergarten, les abords du Reichstag et les accès au bunker d'Hitler. Leur résistance devint l'un des derniers actes symboliques du nazisme européen. Cependant, la défense de Berlin ne reposait pas uniquement sur les soldats. La capitale fut entièrement militarisée. À partir d'octobre 1944, le régime avait créé le Volkssturm, la tempête populaire,
une milice d'urgence obligatoire composée d'hommes âgés de 16 à 60 ans, sans distinction de profession ni de conditions physiques. Armés de vieux fusils, de grenades improvisées et avec peu d'instructions, ils furent envoyés pour stopper l'avance soviétique. Finalement, vers la fin de la guerre, des enfants furent également enrôlés. Des milliers de membres des jeunesses hitlériennes, certains âgés de seulement 12 ans, furent transformés en combattants. On leur confia des missions de surveillance, de sabotage et, dans de nombreux cas, de combats directs. Le fanatisme inculqué pendant des années se paya dans le sang. Beaucoup moururent, sans comprendre pourquoi ils tenaient un fusil, et d'autres furent exécutés par des officiers SS en tentant de se rendre. Le chaos organisationnel était total. La chaîne de commandement se fragmentait d'heure en heure. Les SS opéraient sous leurs propres ordres, souvent en contradiction avec les généraux de la Wehrmacht. La police, la Gestapo, le Volkssturm et les restes de l'armée régulière ne partageaient ni renseignements ni logistique. Chaque secteur combattait comme une unité isolée, sans coordination et avec des ressources limitées. Dans le bunker de la chancellerie, à 12 mètres sous terre, Adolf Hitler continuait à donner des ordres, accroché à la fantaisie d'une contre-offensive. Il imaginait des divisions inexistantes, croyait que le général Wenck, à la tête de la 12e armée allemande, arriverait de l'Ouest avec des renforts, ou que les anglo-saxons rompraient leur alliance avec Staline. Rien de cela n'arriva. Seule la mort s'approchait. Les Waffen-SS prirent le contrôle de la défense de plusieurs points stratégiques, les ponts sur la Spree, l'accès à la chancellerie, le ministère de l'Air et les abords du Reichstag. Ils étaient mieux armés, plus motivés et, surtout, investis de l'obligation idéologique de résister jusqu'au bout. Pour eux, la défaite n'était pas acceptable. C'était un acte de trahison envers le Führer, mais le fanatisme avait un prix. Les soldats SS commencèrent à exécuter des déserteurs, y compris des civils qui tentaient de fuir par le métro. Sur les places de Berlin, les cadavres pendus avec des pancartes indiquant « traître à la patrie » se multipliaient. Les ordres étaient clairs. Personne ne devait abandonner le front sans combattre. Pendant ce temps, les bombardements soviétiques transformèrent la ville en un amas de ruines. La population civile, composée de vieillards incapables de combattre, de femmes et d'enfants de moins de 12 ans, survivait dans des caves inondées, sans électricité, sans nourriture, buvant l'eau de flaques contaminées. À ce stade, les SS commencèrent à réquisitionner les vivres pour leurs unités. Les files devant les abris étaient la cible de l'artillerie. Il n'y avait aucun endroit sûr à Berlin. Le 23 avril, Hitler confia le commandement de la défense de la ville au général Weidling qui, conscient de l'effondrement total, tenta d'établir un front plus cohérent. Mais ses ordres étaient bloqués par les commandements SS qui répondaient à Himmler, déjà déchu pour prétendue trahison et sur le point de fuir. Dans les derniers jours, l'absence de direction domina les forces allemandes et la logique militaire fut remplacée par une logique idéologique. Le 26 avril, les troupes soviétiques atteignirent le centre de Berlin et la bataille pour le Reichstag devint un symbole de la chute du nazisme. Les unités de la Charlemagne et de la Nordland résistèrent pendant des heures. Certaines se retranchèrent dans les sous-sols et d'autres dans le dôme. De là, elles tirèrent sur les soldats soviétiques qui tentaient de hisser le drapeau rouge. L'affrontement dura 3 jours. En parallèle, le bunker d'Hitler était un enfer. Les hauts dignitaires du régime commençaient à tomber. La ville, sans commandement ni ravitaillement, s'effondrait. Les SS pourtant continuaient à se battre. Lorsque les balles furent épuisées, ils utilisèrent des couteaux. Lorsqu'il ne restait plus rien, ils se suicidèrent. Le 30 avril, Hitler se supprima. Dans les heures suivantes, de nombreux commandants SS tombèrent. D'autres s'enfuirent déguisés. Certains se mêlèrent aux civils. Malgré tout, les combats continuèrent. Dans certains secteurs, on ignorait même que le Führer était mort. Le 2 mai 1945, les dernières unités allemandes à Berlin se rendirent. Des unités de l'armée rouge prirent le contrôle du centre-ville. Les rues étaient couvertes de cadavres. L'odeur de poudre et de chair brûlée se mêlait à la fumée des bâtiments en flammes. Plus de 125 000 civils étaient morts, la plupart sans avoir jamais tenu une arme. Les hommes loups de Himmler, Werwolf, la tentative des SS de continuer la guerre. Lorsque les armées alliées franchirent le Rhin au printemps 1945, beaucoup crurent que la résistance allemande s'effondrerait complètement.
Mais des décombres du Reich, parmi les ruines fumantes de ses villes et la désintégration de son appareil militaire, une nouvelle menace commença à émerger, invisible, insaisissable, fantomatique. Il se faisait appeler Werwolf, les hommes-loups, les derniers combattants loyaux aux Führers. Leur objectif était simple et brutal, maintenir le nazisme en vie après la défaite par la guerre de guérilla, le sabotage et l'assassinat ciblé. Pour eux, la reddition n'était pas une option. La lutte continuerait dans l'ombre. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'idée fut conçue par Heinrich Himmler en 1944 comme une mesure désespérée face à une défaite possible et évidente, alors que la catastrophe se profilait déjà. Inspiré par les mouvements partisans que les nazis affrontaient dans les Balkans et en Union soviétique, le Reichsführer des SS voulut créer un corps de résistance clandestin capable d'opérer derrière les lignes ennemies. Mais, à la différence des partisans communistes ou yougoslaves, le Werwolf ne se battait pas pour la libération, mais pour le fanatisme. Himmler ordonna au général SS Hans Adolf Prützmann, ancien commandant en Ukraine, d'organiser cette structure irrégulière. Prützmann avait été témoin des opérations anti-subversives les plus sanglantes du front de l'Est. À présent, il devait inverser les rôles et enseigner aux Allemands à résister comme l'avaient fait les peuples occupés. Sous ses ordres furent établis des centres d'entraînement dans des forêts, des tunnels et des bâtiments en ruine. On recruta des membres des jeunesses hitlériennes, des Waffen-SS et de la police. Ils furent formés au sabotage, à l'usage d'explosifs, à l'espionnage, aux assassinats et aux communications radio clandestines. En théorie, cela devait devenir un réseau de guérilla nationale capable de harceler les occupants pendant des années. En pratique, cela n'atteignit jamais cette ampleur. La défaite du Reich fut trop rapide, le chaos trop vaste et le soutien populaire pratiquement inexistant. La majorité des Allemands, épuisés par 6 années de guerre, n'étaient pas prêts à continuer de mourir pour une cause perdue, d'autant plus qu'ils devaient faire face à une Wehrmacht opposée au Führer. Malgré cela, certains de ses membres réussirent à opérer derrière les lignes. Le cas le plus notable fut l'assassinat du maire Franz Oppenhoff, un juriste catholique modéré, désigné par les Américains comme bourgmestre d'Aix-la-Chapelle, la première grande ville allemande occupée par les Alliés, en novembre 1944. Pour les nazis, il était un traître, un symbole de collaboration, qu'ils appelaient le maire des ennemis. Le Werwolf le condamna à mort sans procès. Une cellule composée de membres de la Luftwaffe et entraînée spécifiquement pour la mission fut parachutée sur le territoire allemand. Le 25 mars 1945, ils entrèrent à Aix-la-Chapelle déguisés en uniforme capturés. Une adolescente locale, recrutée comme informatrice, les guida jusqu'à la maison d'Oppenhoff, qui fut exécutée d'une balle dans la tête. Ce fut une opération chirurgicale, presque théâtrale, mais qui envoyait aussi le message que Himmler voulait transmettre. La guerre n'était pas terminée. Une autre victime supposée fut le lieutenant-colonel britannique John Poston, officier de liaison du maréchal Bernard Montgomery, assassiné en avril 1945 dans des circonstances qui suscitent encore le débat. On soupçonne que son convoi ait été pris en embuscade par des éléments du Werwolf près du Rhin, lors d'une des attaques les plus audacieuses contre des officiers alliés. L'incident alimenta la peur d'une insurrection qui pourrait prolonger la guerre sous forme de terrorisme. À l'Est, la situation fut encore plus tendue. Lorsque l'armée rouge occupa Berlin, le général soviétique Nikolaï Berzarin fut nommé commandant militaire de la ville et responsable de son administration immédiate. Le 16 juin 1945, à peine un mois après la reddition, Berzarin mourut dans un accident de moto. Officiellement, ce fut un accident de la route. Officieusement, de nombreuses sources soviétiques suggérèrent qu'il avait été victime d'un attentat perpétré par le Werwolf, bien qu'aucune preuve concluante n'ait jamais été présentée. La possibilité d'une insurrection nazie structurée maintint les autorités alliées en alerte pendant des mois. En avril et mai 1945, circulaient des rapports de sabotage, d'embuscades, d'explosions sur les voies ferrées et de tracts de propagande signés Werwolf. Dans certaines zones rurales, notamment en Bavière, en Thuringe et dans des parties de l'Autriche, de petites cellules armées opérèrent pendant des semaines après la reddition, rendant difficile la consolidation du contrôle allié. La réponse fut ferme. Les Alliés mirent en place des
Protocoles stricts d'occupation arrêtèrent des milliers de suspects et placèrent des régions entières sous contrôle militaire. La répression fut si efficace qu'à la fin de 1945, la majorité des foyers Werwolf avaient été neutralisés. Mais l'impact psychologique fut durable. Dans de nombreuses zones, la paranoïa s'installa et chaque attentat, chaque explosion était attribuée aux Werwolf. Dans certains cas de manière exagérée, dans d'autres avec raison. Peut-être fut-ce là le grand triomphe de Himmler en créant les hommes-loups, prolonger la guerre de quelques mois. Dans l'Allemagne occupée, le fantôme du Werwolf servit aussi de justification pour maintenir sous surveillance les anciens membres des SS, fermer des journaux nationalistes et justifier des détentions préventives. La peur du Quatrième Reich fut aussi réelle qu'instrumentalisée. Aujourd'hui encore, les historiens débattent de la véritable portée du Werwolf. Pour beaucoup, il s'agissait davantage d'une opération de propagande que d'une réelle menace militaire. Les nazis eux-mêmes diffusèrent des émissions de radio sous le nom de Radio Werwolf, avec des animateurs appelant les Allemands à résister jusqu'à la mort, même alors que Berlin était déjà tombé. Mais les actes concrets furent limités, mal coordonnés et dépourvus de soutien logistique. Cependant, leur valeur symbolique fut puissante, car Werwolf représenta le refus du nazisme de disparaître sans combattre. Sa création fut la preuve que, même à son crépuscule, le régime était encore prêt à semer le chaos, à sacrifier des adolescents fanatisés, à tuer des civils allemands considérés comme déloyaux. Werwolf fut le dernier souffle du fanatisme, l'écho d'une idéologie qui refusait de mourir, même au prix de son propre peuple. La chute de l'ange exterminateur, la capture de Heinrich Himmler par les forces britanniques. À la mi-avril 1945, alors que le Troisième Reich était écrasé par la botte soviétique, Heinrich Himmler commença à planifier sa trahison envers le régime. Dans le dos du Führer, il chercha à négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux, espérant sauver sa vie et peut-être même obtenir un poste de direction dans un nouvel ordre post-nazi. Cependant, ce complot fut sans doute la plus grande erreur de sa carrière. La tentative de négociation fut menée par l'intermédiaire du comte Bernadotte, dirigeant de la Croix-Rouge suédoise, que Himmler rencontra secrètement dans le nord de l'Allemagne. Le Reichsführer des SS lui confia qu'il était prêt à livrer l'Allemagne aux Britanniques et aux Américains en excluant l'Union soviétique, croyant que l'Occident accepterait cette proposition pour freiner l'avancée communiste. Mais le message fut intercepté par des membres de la Gestapo, et lorsque Hitler l'apprit, il entra dans une fureur noire. Le 28 avril, depuis son bunker, il ordonna que Himmler soit démis de toutes ses fonctions et son nom fut supprimé de tous les documents officiels. Il n'était plus chef des SS, ni de l'appareil de sécurité, ni du régime nazi. Il avait été répudié par le système même qu'il avait contribué à construire. En apprenant qu'il avait été dépouillé de tous ses pouvoirs, Himmler commença sa fuite. Durant les jours suivants, il se déplaça vers le sud, déguisé et accompagné par un petit groupe de collaborateurs fidèles comme son aide personnel Heinz Mascher et le médecin des SS Werner Stammer. Tous portaient de faux papiers et des uniformes de la police militaire de la Wehrmacht, essayant de passer inaperçus parmi les réfugiés et les prisonniers allemands capturés par les Alliés. Le plan de Himmler était de rejoindre Flensbourg, où l'amiral Karl Dönitz, désigné par Hitler comme son successeur, avait établi un gouvernement provisoire. Dönitz savait que la guerre était perdue et le 7 mai 1945, il signa la reddition inconditionnelle du Troisième Reich à Reims. Et le lendemain, l'acte fut répété à Karlshorst, Berlin, avec la présence soviétique. La fin de la guerre était officielle. Himmler, cependant, ne fut pas reçu par Dönitz. L'amiral non seulement le rejeta, mais lui refusa également toute protection. Himmler se retrouva désormais complètement seul, sans alliés, sans pouvoir, sans armée. Lui qui avait été l'un des hommes les plus redoutés d'Europe était devenu un fugitif dans sa propre patrie. Le 21 mai 1945, Himmler fut arrêté près de la localité de Bremerwörde, dans le nord de l'Allemagne. Un groupe de soldats britanniques de la British Second Army effectuait des contrôles d'identité de routine lorsqu'ils rencontrèrent 3 hommes suspects qui prétendaient être de simples soldats. Leur comportement nerveux éveilla les soupçons. Emmené dans un centre d'interrogatoire à Lunebourg, un des soldats remarqua que l'un des détenus avait des caractéristiques inhabituelles. Il portait un bandeau sur l'œil et refusa d'enlever sa casquette pendant l'examen médical.
Les Britanniques forcèrent le suspect à se déshabiller et à retirer son bandeau, révélant un œil en parfaite santé. Il s'agissait de Himmler, qui n'eut d'autre choix que d'admettre son identité. Les Britanniques, stupéfaits, le séparèrent des autres prisonniers et le placèrent sous stricte surveillance. Il fut transféré dans une maison sécurisée à Lunebourg pour y être interrogé formellement. Là, une équipe du Intelligence Corps commença à préparer son transfert à Nuremberg, où il devait être jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais Himmler avait d'autres plans. Le 23 mai 1945, à peine quelques heures après sa détention officielle, il demanda la permission d'aller aux toilettes lors d'un examen de sa bouche par des médecins. C'est alors que, soudainement, il mourut. Les tentatives des médecins britanniques pour le ranimer furent vaines. L'architecte des SS, le créateur du système de camps de concentration, l'homme qui avait imaginé la solution finale et les sinistres chambres à gaz, échappa à la justice dans un dernier acte de lâcheté. Son corps fut enterré dans une tombe anonyme aux alentours de Lunebourg. Sa localisation exacte fut tenue secrète par l'armée britannique afin d'éviter qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage. La nouvelle de sa chute fut accueillie avec incrédulité par certains et avec rage par d'autres. Les victimes de l'Holocauste, les survivants des camps, les soldats ayant combattu son armée privée, espéraient le voir assis sur le banc des accusés, jugé par le monde. Mais Himmler, jusqu'au bout, évita d'affronter les conséquences. La justice, qui ne fut pas rendue de son vivant, devait désormais se construire à travers les tribunaux, les documents, les témoignages. Mais pour des millions, son nom continuerait de représenter l'incarnation du fanatisme nazi. Himmler avait imaginé un empire millénaire basé sur la suprématie raciale, le contrôle absolu de l'individu et l'élimination systématique de l'ennemi. Il construisit une structure policière et militaire qui étendit la terreur à travers toute l'Europe. Il supervisa la création de camps tels qu'Auschwitz, Treblinka, Majdanek et Sobibor. Il fut responsable de la mort de plus de 6 millions de personnes, et pourtant il mourut comme un lâche, en mordant une capsule de poison, fuyant le monde qu'il avait lui-même contribué à détruire. Dans les semaines suivantes, les Alliés commencèrent à démanteler la structure des SS. Des millions de documents furent saisis, des dizaines de milliers de membres furent arrêtés, et les noms de leurs commandants commencèrent à figurer sur les listes de recherche internationales. La capture de Himmler fut le symbole final de l'effondrement des SS, une institution née pour protéger le régime et qui finit par en devenir le bourreau. Et sa fin, silencieuse et misérable, scella également la chute définitive d'un système basé sur la peur, l'obéissance aveugle et la destruction systématique de l'humanité. Pendant des années, l'image de Himmler avait été celle du technocrate sombre, l'ingénieur de l'extermination. Mais dans ces derniers jours, il se révéla aussi comme un ange exterminateur tombé dans la folie, un lâche qui tomba le 23 mai 1945 sans gloire, sans rédemption, sans procès, seulement avec la honte et le poids de l'horreur qu'il avait construit. Génocidaire mineur, le procès des Einsatzgruppen, les escadrons de la mort de Himmler. Lorsque les accusés se présentèrent devant le tribunal de Nuremberg, leur nom était inconnu de beaucoup. Ils ne portèrent pas d'uniforme flamboyant, ni ne figuraient sur les podiums des grandes parades. Mais derrière le visage bureaucratique et méticuleux de ces hommes se cachait une machine de meurtre de masse. C'étaient les Einsatzgruppen, les escadrons de la mort mobile des SS qui accompagnaient l'armée allemande durant l'invasion de l'Europe de l'Est. Leur but était d'exterminer les Juifs, les communistes, les Roms et toute autre personne considérée comme ennemie du Reich. Entre 1941 et 1943, ces groupes assassinèrent plus d'1 million de personnes dans des champs, des villages, des forêts et des fossés, sans chambres à gaz, sans fours crématoires. Juste avec des balles. Les victimes étaient alignées devant des fosses communes, forcées de creuser leurs propres tombes, puis exécutées en masse. L'action de ce groupe infâme serait connue sous le nom de Shoah par balle. Le crime fut si vaste, si systématique et si documenté qu'après la guerre, les Alliés savaient qu'il ne suffisait pas de juger les dignitaires nazis. Il fallait aussi traduire en justice ceux qui avaient directement exécuté la politique d'extermination. C'est ainsi qu'est né l'un des procès les moins connus mais les plus révélateurs du processus de dénazification, le procès des Einsatzgruppen mené dans le cadre des procès de Nuremberg.
Ce fut le 9e des 12 procès subséquents organisés par les autorités américaines dans la zone d'occupation allemande. Le procès débuta le 29 septembre 1947 dans la ville de Nuremberg, dans le même bâtiment où 2 ans auparavant, les dirigeants du Troisième Reich avaient été condamnés pour crimes contre l'humanité. Cette fois, les accusés n'étaient pas aussi célèbres, mais leur responsabilité était tout aussi directe et les conséquences de leurs décisions tout aussi importantes. 24 hauts officiers des Einsatzgruppen furent jugés, y compris les commandants des groupes A, B, C et D, qui avaient principalement opéré en Ukraine, Biélorussie, Lituanie, Lettonie et dans le sud de la Russie. Le plus éminent des accusés était Otto Ohlendorf, chef de l'Einsatzgruppe D, responsable de plus de 90 000 assassinats. Ohlendorf était un homme instruit, économiste et ancien fonctionnaire du ministère de l'économie du Reich. Pendant le procès, il se montra froid, rationnel, impassible et ne nia même pas les crimes, les justifiant comme des mesures préventives. Les preuves étaient accablantes. Documents officiels, rapports opérationnels envoyés à Berlin avec les chiffres précis des morts, classés par ethnie, sexe et âge, témoignages de survivants et photographies prises par les bourreaux eux-mêmes. Les rapports hebdomadaires, envoyés par les commandants des Einsatzgruppen au quartier général des SS, montraient avec une précision académique, comme s'il s'agissait du bilan d'une entreprise, le nombre d'éléments éliminés, comme ils appelaient les victimes humaines. L'un des plus brutaux fut le rapport Jäger, élaboré par le commandant Karl Jäger de l'Einsatzkommando 3, qui documenta l'assassinat de 137 346 personnes entre juillet et décembre 1941 en Lituanie. Ce document détaillait chaque exécution. Les victimes étaient en majorité des Juifs, de tous âges et de tous sexes. Pendant le procès, de nombreux accusés tentèrent de se défendre en affirmant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. Mais les procureurs déclarèrent clairement que les ordres criminels n'exemptaient pas de la responsabilité individuelle. Le verdict fut prononcé le 10 avril 1948. Sur les 24 accusés, 14 furent condamnés à mort, 2 à la prison à perpétuité et les autres reçurent des peines de prison allant de 10 à 20 ans. Parmi les condamnés à mort figuraient Otto Ohlendorf, Paul Blobel, responsable direct du massacre de Babi Yar où plus de 33 000 personnes furent tuées en seulement 2 jours, et Eduard Strauch, bien que ce dernier ne fut pas exécuté en raison de troubles mentaux. Les exécutions furent menées le 7 juin 1951 à la prison de Landsberg, où avait également été exécuté un autre groupe de criminels nazis condamnés lors de procès antérieurs. Blobel, avant de mourir, demanda pardon, bien que beaucoup doutassent de sa sincérité. Ohlendorf, en revanche, conserva jusqu'à la fin une attitude hautaine. Il mourut convaincu que l'histoire l'absoudrait. Ce ne fut pas le cas. Le procès des Einsatzgruppen fut un moment crucial dans la construction du droit pénal international. Il établit des précédents fondamentaux, que les crimes de guerre pouvaient être jugés quel que soit le rang de l'accusé, que l'obéissance aux ordres n'était pas une défense valable face au génocide, et qu'il existait une responsabilité pénale individuelle même au sein de structures hiérarchiques. Mais le procès révéla aussi des limites. Beaucoup de bourreaux directs, comme les soldats qui avaient exécuté les victimes, les chauffeurs qui les avaient transportés, les officiers intermédiaires qui avaient coordonné les opérations, ne furent jamais jugés. Des milliers s'échappèrent, furent amnistiés ou réintégrés dans la vie civile dans la Nouvelle-Allemagne de l'après-guerre. En 1958, le procureur allemand Fritz Bauer tenta de rouvrir les enquêtes contre les complices d'Auschwitz, affrontant un système judiciaire infesté d'anciens nazis. Son combat marqua le début d'une seconde vague de procès, mais les années avaient passé, les souvenirs commençaient à s'effacer, et de nombreux coupables étaient morts en liberté. Malgré tout, le procès des Einsatzgruppen reste un témoignage fondamental. Non pas pour le nombre de condamnations, mais pour ce qu'il révéla sur la banalité du mal. Comment des hommes instruits, cultivés, pères de famille, pouvaient soutenir et justifier l'extermination systématique de millions de personnes. Seconde chance. Le destin des soldats et volontaires des SS après l'occupation allemande. Lorsque le Troisième Reich s'effondra au printemps 1945, il laissa derrière lui non seulement des ruines et des cadavres, mais aussi une vaste structure d'hommes armés, endoctrinés et, dans de nombreux cas, coupables de crimes atroces.
Les Waffen-SS, qui comptèrent à leur apogée plus de 900 000 membres, n'étaient pas une force de combat conventionnelle, mais une organisation paramilitaire de l'appareil idéologique nazi, un mélange mortel de fanatisme, de brutalité et d'expansion impériale. Avec la capitulation allemande le 8 mai 1945, ces troupes se retrouvèrent du jour au lendemain hors la loi. Le tribunal de Nuremberg avait déclaré les SS dans leur ensemble comme une organisation criminelle. Mais appliquer cette catégorie à des centaines de milliers d'individus fut une tâche complexe, pleine de contradictions, de vides juridiques et de dilemmes politiques. Les premiers à en subir les conséquences furent ceux qui se rendirent aux forces soviétiques. Des milliers de soldats des Waffen-SS furent capturés sur les champs de bataille de l'Est ou durant la retraite. La plupart ne revinrent jamais. Selon les estimations du Comité international de la Croix-Rouge, entre 70 000 et 100 000 prisonniers allemands moururent dans les camps de travail soviétiques, mieux connus sous le nom de Goulag, entre 1945 et 1950. Les conditions étaient brutales, famine, maladie, travaux forcés. Ironiquement, les mêmes conditions que les nazis imposaient aux juifs et aux non-aryens. À l'ouest, le sort des prisonniers fut contrasté. Dans les zones contrôlées par les Américains, les Britanniques et les Français, des camps de prisonniers furent établis pour traiter les membres des SS. Mais leur nombre était si élevé que la dénazification, c'est-à-dire le processus visant à déterminer le degré de culpabilité individuelle dans les crimes du nazisme, devint une entreprise titanesque. De nombreux soldats de base furent libérés après avoir déclaré qu'ils avaient été enrôlés de force ou qu'ils n'avaient pas participé à des crimes de guerre. Le problème central était de distinguer les coupables des innocents dans une organisation idéologiquement homogène mais opérationnellement diverse. Les Waffen-SS comprenaient aussi bien des troupes d'élite comme les gardes du corps du Führer que des gardiens de camps de concentration ou des soldats volontaires combattant aux côtés de la Wehrmacht sur le front. Pour beaucoup de ces volontaires, rejoindre les SS fut une manière de lutter contre le communisme, plus qu'un acte d'adhésion au nazisme. Mais d'autres participèrent activement à des massacres, des déportations et à des tâches de sécurité dans les camps de concentration. Lors des procès d'après-guerre, cette distinction ne fut pas toujours claire. En 1946, les Alliés lancèrent une catégorisation des anciens membres du régime, les divisant en 5 groupes. Principaux responsables, activistes, partisans engagés, sympathisants passifs et exonérés. Mais la pression politique, l'effondrement administratif et le début de la guerre froide firent rapidement perdre toute efficacité à ce système. Dès 1948, avec la création de la République fédérale d'Allemagne, les priorités changèrent. Les États-Unis avaient besoin d'une Allemagne de l'Ouest forte face au bloc soviétique. Et cela impliquait réconciliation, stabilité, réintégration. Des milliers d'anciens membres des SS furent libérés, réintégrés à la vie civile, voire acceptés dans des fonctions publiques, policières ou administratives. Le cas de la division SS Totenkopf, responsable de la surveillance des camps de concentration et connu pour sa brutalité, notamment lors des marches de la mort, en est un exemple clair. Seule une fraction de ses membres fut jugée. Le reste se dilua dans l'après-guerre. Il en alla de même pour les membres des divisions Das Reich ou Wiking, malgré leur passé criminel documenté en France, en Ukraine et dans les Balkans. De nombreux anciens SS fondèrent des associations d'anciens combattants, comme la HIAG, la Association d'entraide des anciens membres des Waffen-SS, fondée en 1951. Leur objectif était de réhabiliter l'image des Waffen-SS, de faire pression pour que leurs membres soient reconnus comme anciens combattants légitimes et puissent recevoir des pensions. Ils soutenaient avoir été des soldats comme les autres, victimes de l'histoire, non auteurs de crimes. Pendant des décennies, la HIAG mena campagne activement, soutenue par des politiciens conservateurs, et parvint même à publier son propre magazine. Leur récit était clair. Les Waffen-SS avaient été une force militaire apolitique, courageuse et sacrificielle. Ce récit, bien qu'historiquement intenable, trouva un écho dans une Allemagne désireuse d'oublier. En parallèle, d'autres anciens membres des SS gardèrent un profil bas. Certains émigrèrent en Amérique du Sud, où ils continuèrent leur vie sous de nouvelles identités. D'autres furent recrutés comme informateurs ou conseillers militaires dans des conflits du tiers-monde, profitant de leur expérience dans la guerre de guérilla et la répression des populations civiles.
Dans la République démocratique allemande, mieux connue sous le nom d'Allemagne de l'Est, l'approche fut différente. Le régime communiste condamna les SS en bloc et utilisa leur héritage comme outil de propagande contre l'Occident. Mais cette condamnation générale eut aussi un effet pervers. Elle empêcha une analyse individuelle et transforma l'histoire en instrument idéologique plutôt qu'en exercice de mémoire. Ce n'est que dans les années 1960 que le sujet commença à être débattu ouvertement. Le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem et les procès de Francfort contre les administrateurs d'Auschwitz ravivèrent l'intérêt du public. De nouvelles générations d'Allemands commencèrent à se demander ce qu'avaient fait leurs pères et grands-pères pendant la guerre. Dans les années suivantes, des chercheurs et des journalistes commencèrent à révéler des noms, des documents et des archives qui avaient été ignorés ou volontairement dissimulés. Les témoignages de survivants furent essentiels. Pour la première fois, on commença à parler des atrocités commises par le soldat ordinaire, et non seulement par les hauts dignitaires. Sur le plan juridique, de nombreux anciens membres des Waffen-SS échappèrent à la justice. Mais sur le plan historique, le procès fut plus lent, plus profond et, en fin de compte, plus implacable. L'historiographie moderne a démoli la fiction selon laquelle les Waffen-SS auraient été une simple force militaire. On sait aujourd'hui qu'ils faisaient partie intégrante de l'appareil génocidaire nazi, aussi bien sur le front qu'à l'arrière. Il est intéressant de noter que ce critère ne s'applique pas à l'armée traditionnelle allemande, la Wehrmacht, ni aux Heer, ses forces terrestres. À mesure que les derniers survivants vieillissaient, la justice judiciaire céda la place à la justice de la mémoire. Musées, mémoriaux, livres, films et archives numériques ont désormais la tâche de préserver les témoignages. Le crime fut collectif et la mémoire doit l'être aussi. Malgré les tentatives de blanchiment, les silences familiaux, les amnisties politiques, le jugement de l'histoire a été clair. Les Waffen-SS n'ont pas été simplement une force de combat. Ils furent un instrument idéologique d'extermination, composé d'hommes et de femmes qui, au nom d'une utopie raciale, participèrent aux plus grands crimes du XXe siècle. Et même si beaucoup ont échappé, et même si beaucoup ont été oubliés, chaque document exhumé, chaque témoignage retrouvé, chaque nom rappelé est une forme de résistance. Contre l'oubli, contre le mensonge, contre le retour de la haine déguisée en drapeau. Les routes des rats, la fuite des officiers et fonctionnaires des SS après la chute du Reich. À la mi-1945, la guerre était terminée en Allemagne. Les bombardements avaient cessé et Berlin était un cimetière de ruines fumantes. Le drapeau soviétique flottait sur le Reichstag et les Alliés se partagèrent l'Allemagne comme un butin politique. Mais tandis que le monde célébrait la paix, des milliers d'hommes responsables des pires crimes du XXe siècle tentaient de disparaître dans l'ombre. Les SS, cœur idéologique et opérationnel du régime nazi, ne se rendirent pas en tant qu'institution organisée. Ils se dissolvèrent dans la nature et leurs membres, dont beaucoup étaient coupables de crimes contre l'humanité, se mêlèrent aux réfugiés, adoptèrent de nouvelles identités et prirent la fuite. Dans les derniers mois de la guerre, un réseau connu plus tard sous le nom de « Route des rats » ou « Ratlin » vit le jour. Cette structure clandestine permit à des centaines, voire des milliers, de criminels de guerre de fuir l'Europe. Les principales routes passaient par l'Italie, l'Espagne et la Suisse, jusqu'à atteindre des destinations plus lointaines comme l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Égypte. Dans de nombreux cas, les fugitifs bénéficièrent de l'aide de sympathisants au sein de l'Église catholique. L'un des noms les plus controversés est celui de l'évêque autrichien Alois Udal qui, depuis son poste à Rome, fournit des faux papiers et une assistance logistique à de nombreux anciens officiers nazis. Il invoquait des raisons chrétiennes, aider ceux qui fuyaient le communisme. Mais les documents révèlent une trame plus large, mêlant idéologie, pragmatisme et dissimulation. Les passeports falsifiés étaient souvent délivrés par le Comité international de la Croix-Rouge, qui n'avait dans bien des cas aucun moyen de vérifier la véritable identité des demandeurs. Ils utilisaient des noms inventés, avec des dates et lieux de naissance modifiés. Une fois en possession de leurs nouveaux documents, les nazis fugitifs se rendaient dans des consulats amis et demandaient des visas en se présentant comme réfugiés européens sans foyer. L'un des cas les plus emblématiques fut celui du commandant de la Gestapo, Klaus Barbie, surnommé le Boucher de Lyon, responsable direct de la torture et de l'assassinat de centaines de membres de la résistance française.
Capturé brièvement après la guerre, il réussit à s'échapper avec l'aide des Américains par la Ratlin jusqu'en Bolivie, où il vécut sous le nom de Klaus Altmann, collaborant avec des dictatures locales comme conseiller en technique de répression, jusqu'à sa capture en 1983. Un autre grand fugitif fut Joseph Mengele, le médecin du camp d'extermination d'Auschwitz, connu pour ses expériences atroces sur des humains, notamment sur des enfants. Mengele s'enfuit d'abord en Autriche, puis en Italie, et de là en Argentine, où il vécut à découvert pendant plus d'une décennie. Il passa également par le Paraguay et le Brésil, où il mourut noyé en 1979 à la suite d'un accident sur une plage. Il ne fut jamais capturé ni jugé. Adolf Eichmann, l'architecte logistique de la solution finale, parvint lui aussi à fuir. Capturé initialement par les troupes américaines sous le pseudonyme de Otto Ekman, il fut libéré par erreur. En 1950, il arriva à Buenos Aires avec un faux passeport émis au nom de Ricardo Clément. Il y vécut avec sa famille jusqu'à ce qu'en 1960, il soit enlevé par le Mossad, le service secret israélien, et conduit clandestinement à Jérusalem. Son procès public devint l'un des événements les plus marquants de l'après-guerre et se termina par son exécution en 1962. Beaucoup d'autres réussirent à disparaître complètement. Certains changèrent de visage grâce à la chirurgie plastique, d'autres furent protégés par des gouvernements autoritaires. Ils s'infiltrèrent dans des communautés allemandes en Amérique du Sud, travaillèrent comme techniciens, ingénieurs ou médecins ruraux. Certains accédèrent même à des postes de pouvoir politique ou militaire dans leur nouveau pays. Leur passé restait caché derrière un rideau de silence, de complicité et d'oubli. Les routes d'évasion n'étaient pas improvisées. Dans des villes comme Gênes et Rome, il existait de véritables bureaux de transit. On y falsifiait des certificats de naissance, rédigeait des lettres de recommandation de parents fictifs et obtenait des passeports de la Croix-Rouge. Les Alliés, épuisés par le conflit, n'avaient pas les moyens de vérifier chaque identité. Beaucoup fuyaient à pied, d'autres en train ou cachés à bord de cargos partant des ports de Naples ou de Barcelone. Les services de renseignement soviétiques étaient également au courant de ces fuites. Mais à ce moment-là, leur priorité était de consolider le contrôle de l'Europe de l'Est et ils n'insistèrent pas sur la poursuite des nazis. De leur côté, tant les Britanniques que les Américains utilisèrent certains anciens officiers nazis à leur propre fin dans le nouveau conflit naissant, la guerre froide. Ce fut le cas de Reinhard Gehlen, chef du renseignement militaire sur le front de l'Est. Après s'être rendu aux Américains, il leur offrit ses connaissances sur l'URSS en échange de protection. Son réseau, appelé Organisation Gehlen, devint un instrument crucial de la CIA en Europe et constitua l'un des fondements du futur renseignement allemand occidental. Cette stratégie pragmatique se répéta à d'autres niveaux. Certains criminels de guerre furent recrutés comme conseillers dans des conflits contre des insurrections communistes en Amérique latine, voire comme gardes du corps de personnalités politiques ou de chefs d'entreprise, comme le tristement célèbre Otto Skorzeny, qui travailla quelques années comme garde du corps d'Eva Peron avant de fuir vers l'Irlande. Mais tous ne réussirent pas à fuir. Des milliers de membres des SS furent arrêtés, interrogés et envoyés dans des camps de prisonniers. Beaucoup furent extradés vers des pays comme la Pologne, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie, où ils furent jugés sommairement. D'autres attendirent en silence pendant des années, jusqu'à ce que la justice internationale les rattrape, poussés par des survivants, des journalistes et des chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal, lui-même survivant de l'Holocauste, qui consacra sa vie à traquer les criminels que le monde avait oubliés. Grâce à son travail, plus de 1100 nazis furent localisés et traduits en justice. Son message était clair. Le temps n'efface pas la culpabilité ni n'annule la justice. La fuite des officiers des SS ne fut pas seulement une évasion physique. Ce fut aussi une fuite morale. Pendant des décennies, ils se cachèrent derrière de nouvelles identités, tentèrent de réécrire leur histoire, nièrent leur passé. Mais les documents, les témoignages et les survivants parlèrent. Et lorsqu'ils le firent, le monde comprit que le nazisme ne s'était pas terminé en 1945. Ces ombres continuèrent à marcher encore longtemps.